Dans le comté de Hertfordshire, à quelques heures de Londres, 4 femmes incarnaient tout ce que la société victorienne admirait. Lady Beatrice Thornbury, la marquise Helena Sinclair, Lady Arabella Westfield et Lady Genevieve Hartwell formaient le cercle le plus respecté de la région. Leur réputation dépassait les frontières du comté. On parlait d'elles dans les salons de la capitale comme des modèles de vertu et de charité. Beatrice Thornbury, veuve depuis 3 ans, dirigeait l'orphelinat local avec une générosité sans faille. Chaque dimanche, elle accueillait les enfants abandonnés dans sa demeure pour leur offrir un repas chaud. Sa fortune personnelle, héritée de son défunt mari, Lord Christopher Thornbury, lui permettait de financer entièrement l'établissement. 20 enfants y vivaient, nourris, vêtus, éduqués. Les habitants du comté la vénéraient pour cette bonté. Helena Sinclair, marquise de Ravancourt, veuve depuis 2 ans, organisait des collectes pour les pauvres et visitait personnellement les malades dans leurs chaumières. Son mari, le marquis Charles Sinclair, lui avait laissé des terres et des revenus considérables. Elle utilisait cet argent pour distribuer de la nourriture chaque semaine aux familles nécessiteuses. 50 foyers dépendaient de sa générosité pour survivre. Arabella Westfield, veuve depuis 4 ans, finançait l'école du village et payait les enseignants de sa propre fortune. Son époux, Lord Thomas Westfield, avait fait fortune dans le commerce maritime. Arabella consacrait ses richesses à l'éducation des enfants pauvres. 40 élèves apprenaient à lire, écrire et compter grâce à elle. Genevieve Hartwell, veuve depuis 5 ans, gérait un refuge pour les femmes en détresse. Les épouses battues, les filles chassées de chez elles, les veuves sans ressources, trouvaient protection dans sa demeure. Elle avait transformé une aile entière de son manoir en abri. 15 femmes y vivaient, en sécurité, le temps de reconstruire leur vie. Ces 4 femmes partageaient bien plus que leurs œuvres caritatives. Une amitié profonde les liait depuis 20 ans, née bien avant leur veuvage respectif. Leurs défunts maris avaient été associés dans diverses entreprises commerciales. Les familles se réunissaient régulièrement pour des dîners, des parties de chasse, des soirées musicales. Leurs enfants grandissaient ensemble, leur vie était entremêlée. Quand la mort emporta Christopher Thornbury en 1850, les 3 autres femmes soutinrent Béatrice dans son deuil. Quand Charles Sinclair mourut en 1851, Béatrice, Arabella et Genevieve restèrent jour et nuit au chevet d'Helena. Quand Thomas Westfield périt en mer en 1849, les 3 autres organisèrent les funérailles et gérèrent ses affaires. Quand George Hartwell succomba à une fièvre en 1848, les 3 autres prirent soin de Genevieve et de ses enfants. Cette amitié, trempée dans le deuil et la solidarité, devint leur refuge. Leurs enfants avaient grandi, quitté la maison pour leur propre vie. Elles se retrouvaient seules dans leur vaste demeure, riches mais solitaires, respectées mais isolées. Le révérend Jonathan Thornhill venait d'arriver dans la paroisse au printemps 1853. Homme pieux d'une 40aine d'années, veuf lui-même depuis 10 ans, il admirait profondément ces 4 piliers de sa congrégation. Elles occupaient toujours les premiers rangs à l'église, assistaient à chaque office, organisaient les ventes de charité. Leur dévotion semblait sans limite. Leur foi paraissait inébranlable. Thornhill rendait régulièrement visite à ses paroissiens. Ces visites pastorales lui permettaient de connaître ses ouailles et de les conseiller dans leurs épreuves. Les 4 veuves recevaient ces visites avec grâce, lui offrant du thé dans leur salon luxueux, discutant théologie et œuvres charitables. Elle sollicitait ses avis sur la gestion de l'orphelinat, sur les sermons du dimanche, sur l'interprétation des Écritures. Le pasteur les trouvait remarquables. Cultivées, pieuses, généreuses, il se demandait souvent comment elles trouvaient la force de continuer après la perte de leurs époux. Elles souriaient quand il posait la question, échangeaient des regards qu'ils ne comprenaient pas, répondaient que la foi les soutenait. Tout commença un mardi après-midi de mai. Le révérend Thornhill se rendit chez Lady Beatrice pour discuter de la prochaine vente de charité. Un domestique noir lui ouvrit la porte. L'homme devait avoir 32 ans, de stature imposante, les épaules larges, le regard baissé comme il convenait à sa condition. « Madame vous attend au salon », dit-il d'une voix grave qui résonna dans l'entrée. Thornhill nota mentalement la présence de cet esclave. Dans le comté,
Plusieurs familles fortunées possédaient encore des domestiques noirs, bien que l'esclavage fût aboli en Angleterre depuis des décennies. Ces hommes étaient souvent venus des colonies, achetés légalement là-bas, puis amenés en métropole, où leur statut demeurait ambigu. Ni vraiment esclave, ni vraiment libre. Béatrice l'accueillit avec son sourire habituel. Ils discutèrent des détails de la vente. Les tartes que les dames du village prépareraient, les objets artisanaux à vendre, l'organisation des stands, la date exacte. Le domestique servit le thé avec des gestes précis, déposa les tasses sans un bruit, versa le lait avec délicatesse, puis se retira silencieusement. Thornhill remarqua que Béatrice le suivit du regard jusqu'à ce qu'il quitte la pièce, une expression étrange sur le visage. Pas le regard qu'une maîtresse porte sur un serviteur, mais quelque chose de plus personnel, presque tendre. Elle se ressaisit rapidement et reporta son attention sur le pasteur, mais celui-ci avait vu. 2 jours plus tard, le jeudi, Thornhill rendit visite à Lady Arabella Westfield pour discuter du financement de nouveaux livres pour l'école. La même scène se répéta. Le même domestique noir lui ouvrit la porte. Même stature, même voix grave, même regard baissé. Le pasteur s'arrêta net dans l'entrée, surpris. « Vous travaillez également pour Lady Westfield ?» demanda-t-il. L'homme hocha la tête sans un mot et guida le visiteur vers le salon. Ses pas sur le parquet ciré étaient silencieux malgré sa taille imposante. Il portait les mêmes vêtements que 2 jours plus tôt, ou du moins des vêtements identiques. Chemise blanche immaculée, gilet noir, pantalon sombre. Le pasteur fronça les sourcils tout au long de sa visite. Cet homme travaillait donc pour les 2 dames. C'était possible. Les veuves étaient amies, elles partageaient peut-être certains domestiques pour réduire les frais. Mais quelque chose ne cadrait pas. Les 2 demeures étaient séparées par 4 kilomètres de route. Comment un seul domestique pouvait-il servir efficacement dans 2 maisons différentes, qui cuisinait, nettoyait, s'occupait des écuries quand il était dans l'autre demeure? Arabella ne mentionna pas la présence de cet homme pendant leur conversation. Elle parla de ses projets pour l'école, des nouveaux livres de grammaire qu'elle souhaitait acheter, des progrès remarquables de ses élèves les plus doués. Mais Thornhill remarqua qu'elle semblait distraite. Plusieurs fois, elle tourna la tête vers la porte, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Le vendredi matin, Thornhill croisa par hasard Lady Arabella sur la place du marché. Elle achetait des tissus fins, des rubans colorés, des savons parfumés. Des achats qui semblaient inhabituels pour une veuve en deuil. Quand elle vit le pasteur, elle rougit légèrement et cacha rapidement ses emplettes dans son panier. Le samedi suivant, visite chez Lady Genevieve Hartwell pour bénir le nouveau refuge qu'elle avait aménagé. Le même homme ouvrit la porte. Cette fois, Thornhill l'observa avec attention. Il portait une chemise blanche impeccable, un gilet noir bien ajusté qui soulignait sa musculature. Ses mains étaient soignées, sans les callosités habituelles des domestiques qui effectuent les tâches les plus dures. Ses ongles étaient propres, limés avec soin. Ses cheveux courts étaient fraîchement coupés. Cet homme ne travaillait manifestement pas aux écuries ou au jardin. De plus, il sentait bon. Pas l'odeur de sueur et de crasse des ouvriers, mais un parfum subtil d'eau de Cologne. Un parfum coûteux que seuls les gentlemen pouvaient s'offrir. « Comment vous appelez-vous » demanda le pasteur. « Tobias, révérend. Pouvez-vous »« Tobias comment ?»« Juste Tobias, révérend. Les esclaves n'ont pas de nom de famille. Vous travaillez pour Lady Hartwell. » Un silence. L'homme leva brièvement les yeux, croisa le regard du pasteur une fraction de seconde, puis les baissa à nouveau. Dans ce bref instant, Thornhill vit de l'intelligence dans ses yeux sombres, de la conscience, de la prudence. « Oui, révérend, moi. » Mais quelque chose dans ce silence troubla Thornhill. Une hésitation calculée. Un mensonge poli mais délibéré. Tobias servait également Béatrice et Arabella, le pasteur l'avait constaté de ses propres yeux. Pourquoi ne pas le mentionner? Pourquoi cette discrétion? Pendant sa visite, Thornhill observa discrètement la dynamique entre Genevieve et son domestique. Quand Tobias apporta le thé, elle lui dit merci, c'est parfait d'une voix douce, presque intime. Leurs doigts se frôlèrent quand il lui tendit la tasse. Un contact bref, peut-être accidentel, mais Genevieve rougit légèrement et détourna les yeux. Tobias se retira sans un mot,
Mais Thornhill vit un sourire fugitif sur ses lèvres. Le pasteur commença à poser des questions subtiles. Votre domestique semble très compétent. Depuis combien de temps est-il à votre service? 2 ans, répondit Geneviève en remuant son thé. C'était l'esclave de mon défunt mari. Je l'ai hérité à sa mort. Et il travaille également pour Lady Béatrice et Lady Arabella, n'est-ce pas? Geneviève se raidit imperceptiblement. Ses doigts se crispèrent sur l'anse de sa tasse. Nous sommes amis depuis longtemps. Nous partageons certaines ressources. C'est pratique. Pratique, répéta Thornhill, notant le mot et l'hésitation qui l'avaient précédé. Oui. Les domestiques compétents sont rares. Tobias connaît nos habitudes, nos préférences. Il est discret, efficace. Pourquoi employer 4 domestiques différents quand un seul peut accomplir le travail? La logique était imparable, mais quelque chose sonnait faux. Un domestique, aussi compétent soit-il, ne pouvait pas servir efficacement dans 4 maisons différentes, à moins que ses tâches ne soient pas celles d'un domestique ordinaire. La semaine suivante, le mercredi, visite chez la marquise Helena Sinclair pour discuter des collectes de nourriture. Tobias lui ouvrit la porte. Le pasteur commençait à comprendre le rythme. Lundi et mardi chez Lady Béatrice. Mercredi chez la marquise Helena. Jeudi et vendredi chez Lady Arabella. Samedi et dimanche chez Lady Geneviève. Un emploi du temps précis, méthodique, rigoureux, étrange. Thornhill observa d'autres détails lors de ses visites répétées. Dans chaque demeure, Tobias semblait jouir d'un statut particulier. Il ne servait pas le thé comme les autres domestiques. Il ne nettoyait pas les sols, ne cirait pas les chaussures, ne s'occupait pas des chevaux. Les veuves avaient d'autres serviteurs pour ces tâches. Des femmes de chambre, des valets, des jardiniers. Tobias restait en retrait la plupart du temps, mais les veuves lui lançaient parfois des regards que le pasteur ne parvenait pas à déchiffrer complètement. De la complicité, de l'affection, quelque chose de plus troublant, de plus charnel. Un soir, après l'office du dimanche, Thornhill vit les 4 veuves monter dans un même carrosse. Tobias tenait les rênes, habillé non pas en cocher mais en gentleman, avec une redingote noire et un chapeau élégant. Les veuves riaient ensemble, détendues, leur masque de gravité pieuse tombé. Tobias leur dit quelque chose que le pasteur n'entendit pas, et elles éclatèrent de rire. Un rire franc, presque intime, le rire de femmes heureuses. Thornhill rentra chez lui, troublé. Quelque chose se passait. Quelque chose que sa conscience de pasteur refusait encore d'accepter. La découverte survint par hasard un dimanche après-midi de juin. Thornhill classait les registres paroissiaux dans la sacristie quand un bout de papier tomba d'un livre de prière oublié sur un banc. Un papier plié en 4, manifestement oublié là par quelqu'un qui l'avait consulté pendant l'office. Le pasteur le déplia, pensant trouver peut-être une liste de courses ou un aide-mémoire anodin. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. C'était un calendrier manuscrit, rédigé d'une écriture féminine élégante, tracé à l'encre violette. Les jours de la semaine y étaient notés avec des initiales précises. Lundi BT 18h-22h. Mardi BT 18h-8h, mercredi HS 18h-8h, vendredi RNFE 18h-22h, vendredi Barnava Zepter. Samedi GH 18h-22h, dimanche 9h-17h. Béatrice Thornbury, Helena Sinclair, Arabella Westfield, Geneviève Hartwell. Et en bas du calendrier, souligné 2 fois, un nom, Tobias. Puis, dans une note en marge, rotation mensuelle si besoin. Priorité aux besoins urgents. Discrétion absolue. Thornhill sentit son cœur s'accélérer. Ses mains tremblaient en tenant le papier. Ce n'était qu'un emploi du temps de domestique, se dit-il d'abord. Rien de scandaleux. Les veuves partageaient les services de Tobias, selon un calendrier précis. Une pratique économique raisonnable entre amis fortunés. Mais les horaires. 18h-22h. 18h-8h. Pourquoi un domestique travaillerait-il aussi tard le soir? Pourquoi passerait-il la nuit entière dans la demeure de sa maîtresse? Et ces mentions? Besoins urgents. Discrétion absolue. Quel genre de besoin nécessitait une telle discrétion?
Thornhill plia le papier, le glissa dans sa poche et sortit de l'église, le souffle court. Il marcha sans but dans les rues du village, essayant de chasser de son esprit les pensées impures qui l'assaillaient. Non. C'était impossible. Ces 4 femmes, piliers de vertu, modèles de piété, non. Il se trompait forcément. Son esprit corrompu par des années de célibat inventait des péchés qui n'existaient pas. Mais le papier dans sa poche pesait lourd. Trop lourd. Le pasteur décida d'observer plus attentivement. Les semaines suivantes, il nota tout. Les jours où Tobias apparaissait dans chaque demeure, les heures de ses arrivées et départs, les regards échangés, les détails qui ne cadraient pas avec la simple relation maître-serviteur. Tobias portait des vêtements de qualité exceptionnelle pour un domestique. Ses chemises étaient en lin fin d'Égypte, ses gilets en soie de Chine, ses pantalons taillés sur mesure. Il portait des bijoux discrets mais coûteux, une chevalière en or à l'auriculaire gauche, des boutons de manchette en argent. Ces objets n'appartenaient pas à un esclave. On les lui avait offerts. Il sentait toujours l'eau de Cologne. Pas le même parfum chaque jour, mais toujours un parfum de qualité. Bois de santal le lundi, bergamote le mercredi, musc le vendredi, comme si chaque veuve avait sa préférence et l'imposait. Ses mains, comme Thornhill l'avait remarqué, étaient douces, pas de cicatrices, pas de rugosité, pas de brûlures des lessives ou des fourneaux. Ce n'était pas un homme qui travaillait durement. Ce n'était pas un homme qui portait des seaux, déplaçait des meubles, creusait la terre. Un mardi soir, Thornhill osa l'inimaginable. Il se posta dans l'ombre près de la demeure de Béatrice et attendit. À 18 heures précises, Tobias arriva à pied, portant un petit sac de voyage. Il entra par la porte principale, pas par l'entrée des domestiques. La lumière s'alluma dans le salon. Thornhill vit les silhouettes de Béatrice et Tobias à travers les rideaux. Ils parlaient, proches l'un de l'autre, trop proches. À 20 heures, la lumière du salon s'éteignit. Une chandelle s'alluma à l'étage, dans ce que Thornhill savait être la chambre de la maîtresse de maison. Les rideaux se fermèrent. Le pasteur resta là, dans le froid de la nuit, regardant cette fenêtre éclairée, son cœur battant la chamade. À 22 heures, la chandelle s'éteignit. Tobias ne ressortit pas. Il passerait la nuit là, dans cette chambre, avec Béatrice. Thornhill rentra chez lui, malade de ce qu'il venait de comprendre. Il but du brandy jusqu'à l'ivresse, essayant de noyer ses pensées. Mais même ivre, il ne pouvait naire la vérité. Le jeudi soir, malgré lui, il recommença. Cette fois devant la demeure d'Arabella, même scénario. Tobias arriva à 18 heures, lumière au salon jusqu'à 20 heures, chandelle à l'étage, ombre qui se rapprochait, chandelle qui s'éteignait, Tobias qui restait. Le samedi, devant chez Geneviève. Même routine, même évidence accablante. Les 4 veuves les plus respectées du comté partageaient les services intimes d'un esclave noir. Elles avaient établi un emploi du temps précis, équitable, méthodique, pour satisfaire leurs désirs charnels. Chacune avait ses jours attribués. Chacune respectait le calendrier. Personne n'empiétait sur le temps des autres. Le scandale était immense, monumental. Si cela se savait, ces femmes seraient détruites. Leur réputation anéantie. Leurs œuvres charitables suspectes d'hypocrisie. Elles seraient chassées de la société, bannies du comté, peut-être même traduites en justice pour dépravation morale. Et Tobias, que lui arriverait-il? En tant qu'esclave, il n'avait aucun droit. On pourrait l'accuser de séduction, de corruption de femmes blanches de la haute société. Il serait fouetté publiquement, vendu aux plus offrants, envoyé dans les plantations brutales des Caraïbes. Ou pire, pendu comme exemple. Thornhill passa des nuits blanches, déchiré entre son devoir de pasteur et sa conscience. Devait-il dénoncer ces femmes, ou garder le silence et devenir complice de leurs péchés? Thornhill décida de les convoquer. Il leur envoya des billets identiques, rédigés d'une main tremblante. Votre présence est requise au presbytère demain, mercredi 15 juin, à 15 heures précises pour une affaire de la plus haute importance. Venez seul, sans domestique. Révérend Jonathan Thornhill. Le lendemain, elles arrivèrent ensemble dans le même carrosse. Tobias tenait les rênes, impassible.
Le pasteur les regarda descendre du véhicule. 4 femmes élégantes, vêtues de robes sombres comme il convenait à leur deuil, leurs visages calmes et composés. Elles envoyèrent Tobias attendre ailleurs et pénétrèrent dans le presbytère. Thornhill les fit entrer dans son bureau. Une pièce austère aux murs couverts de livres de théologie. Un crucifix dominait la cheminée. Les fenêtres donnaient sur le cimetière, rappel permanent de la mort et du jugement final. Les 4 femmes s'assirent sur les chaises disposées en demi-cercle face au bureau du pasteur. Leurs robes bruissaient sur le bois ciré. Elles affichaient un calme parfait. Mais Thornhill vit la tension dans leurs épaules, la crispation de leurs mains gantées, la raideur de leur nuque. Le pasteur s'installa derrière son bureau, plaça devant lui le calendrier qu'il avait trouvé. Ses mains tremblaient légèrement. Il prit une profonde inspiration. « Mesdames », commença-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui tremblait légèrement, « j'ai découvert quelque chose qui me bouleverse profondément. Quelque chose qui me force à remettre en question tout ce que je croyais savoir de vous. » Silence. Les 4 paires d'yeux le fixaient. Aucune ne scillait. Aucune ne détournait le regard. Un emploi du temps. Concernant votre domestique Tobias, un calendrier qui détaille précisément les jours et les heures que chacune de vous passe avec lui. Il poussa le papier vers elle. Geneviève le prit, le lut, le passa à Helena qui le donna à Arabella qui le tendit à Béatrice. Aucune ne manifesta la moindre surprise. Aucune ne nia. « Je sais ce que vous faites », continua Thornhill, sa voix se brisant. « Je vous ai observé. Je vous ai suivi. J'ai vu Tobias entrer dans vos demeures le soir et en ressortir le matin. Je sais que vous partagez. » Il ne put terminer sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Lady Béatrice fut la première à parler. Sa voix était claire, posée, sans honte ni regret. « Vous savez donc, très bien. Que comptez-vous faire, révérend ?»« Comment pouvez-vous » s'exclama Thornhill en se levant brusquement. « Vous, les femmes les plus vertueuses du comté. Vous, qui prêchez la morale à longueur de journée, qui guidez les autres vers la piété, qui siégez au premier rang de mon église. Comment pouvez-vous vivre dans un tel péché et continuer à afficher cette façade de sainteté ?» La marquise Helena se pencha en avant, ses yeux bleus fixés sur le pasteur. « Péché ? Nous sommes des veuves, révérend. Nos maris sont morts. Nous avons connu l'amour conjugal, les plaisirs de la chair dans le cadre sacré du mariage. Nos corps ont connu le désir, l'intimité, la satisfaction. Pensez-vous vraiment que ces besoins disparaissent simplement parce que nos époux ne sont plus? Vous devriez vous remarier si vos besoins sont si pressants. » Nous remarier. Arabella éclata d'un rire amer qui résonna dans la pièce. Pour perdre notre indépendance, notre fortune, nos propriétés, pour devenir à nouveau la possession légale d'un homme qui pourrait dilapider nos biens, battre nos enfants, nous enfermer si l'envie lui en prenait? Non, révérend. Nous chérissons notre liberté. Nous ne la sacrifierons pas sur l'autel de la respectabilité. Mais un esclave, un homme noir, c'est contre nature, c'est immoral, c'est contre nature. Geneviève prit la parole pour la première fois, sa voix glaciale coupant court aux protestations du pasteur. Tobias est un homme qui possède tout ce que nos défunts maris n'avaient pas ou plus, la discrétion absolue née de sa condition, la gratitude pour les bienfaits qu'on lui accorde, et une certaine vigueur que l'âge et la maladie avaient émoussée chez nos époux. Thornhill sentit ses joues s'empourprer. Ces femmes parlaient de sexualité sans pudeur, sans honte. Elles ne niaient rien. Elles ne s'excusaient pas. Pire, elles semblaient presque fières de leur arrangement, de leur ingéniosité, de leur liberté conquise. Depuis combien de temps dure cette abomination? Demanda-t-il faiblement, s'affalant dans son fauteuil. 2 ans, répondit Béatrice calmement. Depuis que Geneviève a hérité de Tobias à la mort de son mari Georges, nous parlions un soir, entre amis, de nos solitudes, de nos corps qui se languissaient, de nos nuits vides dans de grands lits froids, de nos mains qui cherchaient quelque chose, quelqu'un dans l'obscurité. Geneviève a eu cette idée brillante. Pourquoi ne pas partager? Nous nous faisions confiance depuis 20 ans. Nous savions que notre secret serait gardé. Comment avez-vous pu?
Comment avez-vous organisé une telle perversion? Helena sourit légèrement. Nous avons discuté longuement, établi des règles claires. Chacune devait recevoir Tobias selon un emploi du temps équitable, pas de jalousie, pas de possessivité. Nous partagions également, comme des sœurs partageant un héritage précieux. Et lui? Et Tobias? Que dit-il de cet arrangement? Thornhill se raccrochait à cette question, espérant trouver là une victime, une preuve de la cruauté de ces femmes. Un sourire passa sur les lèvres d'Helena. Tobias est traité mieux que n'importe quel domestique, blanc ou noir, dans toute l'Angleterre. Il vit dans le luxe, porte les plus beaux vêtements, mange à nos tables les mets les plus raffinés, boit nos meilleurs vins, dort dans des lits de plumes. Il n'est jamais fouetté, jamais humilié, jamais maltraité. En échange, il nous offre ce que nous désirons. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. Il est esclave. Il n'a pas le choix. Vous abusez de votre pouvoir sur lui. Détrompez-vous, dit Geneviève en croisant ses mains gantées sur ses genoux. Nous lui avons proposé l'affranchissement il y a exactement 1 an. Nous lui avons offert sa liberté, des papiers légaux, une somme d'argent pour démarrer une nouvelle vie. Il a refusé catégoriquement. Il a dit qu'il était parfaitement satisfait de sa situation actuelle. Que pouvait-il espérer de mieux dans ce monde, qui ne voit en lui qu'un noir, même libre? Thornhill se leva, marchant de long en large dans son bureau comme une bête en cage. Ses pas résonnaient sur le plancher. Vous réalisez ce qui se passera si cela se sait. Vous serez détruite, chassée. Vos réputations, vos œuvres, vos noms, tout sera anéanti. On vous traitera de débauchés, de dépravés, de femmes sans morale. C'est pourquoi cela ne doit jamais se savoir, dit Béatrice d'une voix calme, mais avec une pointe d'acier. Et vous êtes actuellement le seul à savoir, révérend, le seul en dehors de nous 4. Un silence pesant tomba sur la pièce. Les 4 femmes fixaient le pasteur. L'implication était claire. Elles attendirent sa décision. Vous me demandez de garder le silence, de me faire complice de votre immoralité. Nous vous demandons de réfléchir aux conséquences, dit Helena en se penchant vers lui. Qu'accompliriez-vous vraiment en nous dénonçant? L'orphelinat que dirige Béatrice fermera. Les 20 enfants seront jetés à la rue ou placés dans des institutions où on les maltraitera. Les pauvres que je nourris chaque semaine mourront de faim cet hiver. L'école d'Arabella n'aura plus de financement. 40 enfants retourneront aux champs, ignorants, exploités. Le refuge de Geneviève jettera 15 femmes à la rue, où leurs maris violents les retrouveront. Est-ce vraiment ce que Dieu voudrait? Dieu veut la vérité. Dieu veut la miséricorde, rétorqua Arabella sèchement. Et Dieu sait que nous ne faisons de mal à personne. Tobias est heureux, bien traité, choyé même. Nous sommes heureuses, comblées dans notre solitude. Nous continuons à faire le bien autour de nous, à aider ceux qui souffrent. Où est le péché si personne ne souffre? Où est le mal si tant de bien en découle? Thornhill se rassit lourdement, la tête entre les mains. Ces femmes le manipulaient avec une habileté diabolique. Elles utilisèrent leurs bonnes œuvres comme boucliers, transformèrent leur vice en vertu pragmatique, renversaient tous les arguments moraux. « Je dois prier », murmura-t-il finalement. « Je dois demander conseil à Dieu. Je dois chercher la voie juste. » Priez, révérend, dit Béatrice en se levant, suivie par les 3 autres. Mais priez aussi pour avoir la sagesse de comprendre que la vertu publique peut coexister avec des faiblesses privées. Nous ne sommes pas des saintes descendues du ciel. Nous sommes des femmes de chair et de sang. Et nous refusons de nous excuser pour cela. Les 4 veuves quittèrent le presbytère la tête haute, leurs robes bruissant dans le couloir. Thornhill resta seul, tourmenté, écrasé sous le poids du secret qu'il portait maintenant. Les jours suivants furent un supplice pour le révérend Thornhill. Il priait jusqu'à s'en meurtrir les genoux sur le sol froid de l'église. Il lisait les Écritures jusqu'à ce que les lettres dansent devant ses yeux. Il cherchait une réponse divine qui ne venait pas. Chaque dimanche, il voyait les 4 veuves au premier rang, leur visage pieux levé vers lui pendant son sermon. Quand il prêchait contre le péché, contre la luxure, contre l'immoralité, il sentait leur regard sur lui. Pas de peur, pas de honte,
juste une attente calme. Elles attendaient sa décision avec une patience infinie. Thornhill tenta de se convaincre que son silence était une forme de miséricorde chrétienne. Après tout, leurs œuvres caritatives aidaient réellement les pauvres. L'orphelinat de Béatrice avait sauvé des dizaines d'enfants des rues glacées de Londres. L'école d'Arabella alphabétisait les fils de paysans qui autrement n'auraient jamais appris à lire. Le refuge de Genevieve protégeait les femmes des coups de leurs époux ivres. Les distributions de nourriture d'Helena empêchaient des familles entières de mourir de faim pendant les hivers rigoureux. Fermer ces institutions au nom de la morale, n'était-ce pas un péché plus grand que celui qu'elles commettaient dans l'intimité de leur chambre? Mais la nuit, les images le hantaient, Tobias montant les escaliers vers les chambres des veuves. Les chandelles s'éteignant, les silhouettes enlacées derrière les rideaux. Son esprit malade créait des scènes détaillées qu'il n'avait jamais vues, des détails qu'il n'aurait jamais dû imaginer. La peau blanche contre la peau noire, les mains aristocratiques caressant le corps d'un esclave, les cris étouffés dans les oreillers de soie. Il commença à boire pour oublier. Du brandy le soir, pour calmer ses nerfs effilochés. Du vin pendant le déjeuner, pour endormir sa conscience hurlante. L'alcool ne l'aidait pas. Il amplifiait son tourment, libérait ses fantasmes les plus sombres. 1 mois passa. Puis 2. Les 4 veuves continuaient leur vie comme si de rien n'était. Elles organisaient des ventes de charité avec le même enthousiasme, visitaient les malades avec la même compassion, priaient à l'église avec la même dévotion apparente. Leur hypocrisie révoltait Thornhill, mais il ne disait rien. Il gardait le silence, complice malgré lui, jusqu'au jour où tout bascula. C'était un dimanche de septembre, l'un de ces jours d'automne où le brouillard enveloppe le Hertfordshire comme un linceul. L'office du matin s'était déroulé normalement. Thornhill avait prêché sur la pureté de l'âme et le danger des tentations charnelles, le regard fixé sur les 4 veuves qui l'écoutaient avec leur attention habituelle. Après l'office, il s'était retiré dans la sacristie pour ranger ses affaires. Il entendit des voix dans l'église désormais vide, des chuchotements excités. Il entr'ouvrit prudemment la porte. 2 femmes du village parlaient à voix basse, penchées l'une vers l'autre dans un banc du fond. Thornhill reconnut Mrs. Pembolton et Mrs. Ashford, 2 commères notoires dont les langues ne connaissaient aucun repos. « Je te dis que je les ai vues de mes propres yeux », murmurait Mrs. Pembolton avec excitation. Ce Tobias qui entrait chez Lady Béatrice tard dans la nuit, bien après 10 heures, et il en est ressorti seulement le lendemain matin, à l'aube. Ma belle-sœur habite juste en face, elle surveille. Les domestiques dorment parfois dans les demeures, répondit Mrs. Ashford, mais sa voix trahissait plus de curiosité que de scepticisme. Pas dans les chambres de leur maîtresse. Ma cousine Edith travaille comme femme de chambre chez Lady Arabella. Elle m'a tout raconté. Tobias a accès à toutes les pièces. Il mange à table avec madame, tu te rends compte? À table. Comme un égal, on lui donne les meilleures chambres, les meilleurs vêtements. Il ne fait aucune tâche domestique. Il ne nettoie pas, ne cuisine pas, ne s'occupe pas des chevaux. Alors que fait-il exactement, hein? Tu insinues que Lady Arabella est cet homme? J'insinue rien du tout. Je dis juste que c'est très étrange. 4 veuves riches et pieuses qui se partagent le même domestique noir selon un emploi du temps précis. Un domestique qui est traité comme un prince, qui porte des bijoux en or, qui sent le parfum français à 20 mètres. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi? Maintenant que tu le dis. Et ce n'est pas tout. Ma nièce qui travaille à l'auberge dit qu'elle a vu la marquise Sinclair acheter des draps de soie noire. Noir. Pour un deuil, on achète du blanc ou du gris, mais du noir. Et elle a aussi acheté des huiles parfumées, des savons exotiques. Pour qui, tu crois? Thornhill referma doucement la porte, le cœur battant à se rompre. Les rumeurs commençaient. Il n'était plus le seul à remarquer l'arrangement étrange. D'autres observaient, questionnaient, assemblaient les pièces du puzzle. Bientôt, tout le comté saurait. Ou du moins, tout le comté suspecterait. Il devait agir. Maintenant. Avant que le scandale n'explose publiquement et ne détruise tout le monde sur son passage. Ce soir-là, Thornhill prit la décision qui changerait tout. La rumeur enflait. S'il n'agissait pas, le scandale éclaterait de façon incontrôlée. Il convoqua les 4 veuves au presbytère. Mais cette fois,
Il convoqua également Lord Edmund Fairfax, magistrat du comté, Sir Richard Blackwood, membre du Parlement, et le colonel William Hartley. Quand les veuves arrivèrent et virent les trois hommes, elles comprirent immédiatement. Béatrice pâlit. Helena porta une main à sa gorge. Arabella ferma les yeux. Seule Geneviève resta droite. « Mesdames, commença Lord Fairfax, le révérend nous a informés d'une situation intolérable. » Thornhill évita leur regard. « Votre arrangement avec Tobias. Le fait que vous partagiez ses services intimes selon un emploi du temps. » Un silence de mort tomba. « Avez-vous des preuves ?» demanda Helena. « L'emploi du temps trouvé dans l'église, mes observations, les témoignages et vos propres aveux. » Sir Richard se leva brusquement, le visage cramoisi. « Vous avez déshonoré vos noms. Coucher avec un esclave. C'est une abomination. »« Nous sommes veuves, dit Geneviève. Libres de nos choix. »« Libres » rugit Hartley. « Vous êtes des dames de la haute société. Vous ne pouvez pas faire ce que bon vous semble comme des putains. »« Et qu'avons-nous fait de si terrible ?» demanda Helena. « Nous avons recherché du réconfort. »« Vous avez forniqué avec un esclave, » hurla Sir Richard. « Vous avez souillé la pureté de votre sang. » Lord Fairfax leva une main. « Mesdames, vous ne pouvez pas rester dans ce comté. »« Vous nous bannissez ?» demanda Béatrice. « Vous avez un mois pour vendre vos propriétés et quitter le Hertfordshire. Sinon, nous rendrons tout public. »« Et nos œuvres ?» demanda Arabella. « L'orphelinat, l'école, le refuge. »« Nous trouverons d'autres bienfaiteurs, » dit Sir Richard froidement. Les quatre femmes se levèrent, la tête haute. « Et Tobias ?» demanda Geneviève. « L'esclave sera vendu, envoyé dans les colonies. »« Vous nous punissez pour avoir osé vivre selon nos propres règles, » dit Geneviève. « Non, dit Helena. Vous nous punissez parce que nous avons pris le contrôle de notre propre sexualité. » Les quatre veuves quittèrent la pièce. Le mois qui suivit fut brutal. Les nouvelles circulèrent dans tout le comté. On ne parlait que de ça. Les quatre veuves respectables qui avaient partagé les services sexuels d'un esclave noir. Le scandale fascinait tout le monde. Les œuvres caritatives furent fermées ou reprises. L'orphelinat passa sous la direction de nonnes sévères qui traitèrent les enfants avec dureté. Fini les repas chaleureux, les cadeaux. Place à la discipline rigide. L'école continua avec un budget réduit de moitié. 20 enfants furent renvoyés, retournant aux champs plutôt qu'aux salles de classe. Le refuge ferma complètement. 15 femmes furent jetées à la rue sans ressources. Plusieurs retournèrent chez leurs maris violents. Les distributions de nourriture cessèrent. Cet hiver-là, plusieurs familles moururent de faim. Les voisins parlaient avec nostalgie des paniers que la marquise distribuait. Les veuves vendirent leurs propriétés à perte. Les acheteurs proposèrent des prix dérisoires. Tobias fut arraché par un marchand d'esclaves brutal qui l'enchaîna et le jeta dans une charrette. Geneviève tenta de le racheter, offrant le double du prix, mais Lord Fairfax bloqua la transaction. L'esclave devait partir, être puni pour avoir touché des femmes blanches. Tobias ne dit rien. Il garda les yeux baissés, acceptant son sort. Mais quand la charrette s'ébranla, il leva brièvement les yeux vers les fenêtres. Les quatre veuves y étaient, regardant l'homme qui avait partagé leur intimité partir pour toujours. La veille de leur départ, les quatre veuves se réunirent une dernière fois dans la demeure presque vide de Béatrice. Elles s'assirent sur des chaises de cuisine et burent du thé dans des tasses ébréchées. « Où irons-nous » demanda Helena. « En France » répondit Béatrice. « J'ai un cousin à Paris. Nous recommencerons sous d'autres noms. »« Regrettez-vous » demanda Geneviève. Un long silence. Puis Béatrice sourit tristement. « Je regrette d'avoir été découverte. Je regrette que nos œuvres soient détruites. Je regrette que Tobias soit vendu. Mais je ne regrette pas d'avoir vécu réellement, d'avoir choisi ma propre vie dans un monde qui nous refuse tout. » Helena hocha la tête. « Pendant 2 ans, nous avons été libres. Cette liberté valait son prix. » Le lendemain, 4 carrosses quittèrent le Hertfordshire. À l'intérieur, 4 femmes,
qui avaient tout perdu, sauf leur fierté. Derrière elles, un village qui chuchotait, un pasteur rongé par la culpabilité, et des pauvres qui pleurèrent leur bienfaitrice. L'histoire des 4 veuves devint rapidement une légende locale, racontée à voix basse. On la narrait comme un avertissement contre l'hypocrisie et les dangers de la chair. Mais ceux qui la racontaient oubliaient les nuances essentielles. Ils oubliaient que ces femmes avaient aidé des centaines de personnes, que leur charité avait été sincère, que des enfants avaient survécu grâce à elles. Le révérend Thornhill ne se remit jamais. L'alcool devint son réconfort. Il mourut 10 ans plus tard, rongé par les remords. Sur son lit de mort, il murmura « J'aurais dû garder le secret ». Tobias mourut 3 ans, après dans une plantation de canne à sucre en Jamaïque. 18 heures de travail par jour, des coups de fouet. Il contracta une fièvre et mourut, jeté dans une fosse commune. Il redevint un simple numéro dans les registres. Les 4 veuves vécurent à Paris jusqu'à leur mort. Elles ne rentrèrent jamais. Sous d'autres noms, elles continuèrent leurs œuvres charitables, mais elles vécurent dans l'ombre. Cette histoire révèle que la vertu publique peut coexister avec des actes jugés immoraux. La société imposait aux veuves une chasteté qui niait leur humanité. Leur seule alternative était le remariage, qui signifiait perdre leur indépendance. Le bannissement satisfit la morale publique, mais appauvrit le comté. Les pauvres souffrirent directement. Le scandale portait moins sur l'immoralité que sur la transgression des codes sociaux. Des femmes blanches couchant avec un esclave noir, c'était intolérable pour une société fondée sur la hiérarchie raciale. Dans le Hertfordshire, on se souvient des 4 veuves non comme des bienfaitrices, mais comme des femmes déchues. Leur scandale a effacé leurs bonnes œuvres. Seul reste le jugement moral, implacable.